Mes enfants m'ont laissé mourir. Dans son tribunal, le juge s'est levé et a demandé « Êtes-vous Emma Shaw ?» À 75 ans, mes propres enfants m'ont dit que j'étais devenue un fardeau. Ils ont dit que j'étais confuse, inapte. Une veuve éplorée qui avait perdu la raison. La vérité, c'est que je connaissais leurs secrets, et que je refusais de me taire. Alors ils ont pris ma maison, ma liberté, et m'ont laissé dans une chambre pour y être oubliée. Des années plus tard, je suis entrée dans le tribunal où mon fils était jugé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le juge fédéral a tout arrêté, s'est levé, et a regardé directement vers moi, au fond de la salle. Il a demandé « Pardonnez-moi, êtes-vous Emma Shaw ?» Mon fils est resté bouche bée. La femme qu'il avait tenté d'effacer venait de devenir la personne la plus puissante de la pièce. Pendant 50 ans, j'ai été la partenaire silencieuse de la vie d'Arthur Delacroix. C'était le titan de l'industrie dont on lisait les exploits, l'homme dont le nom était gravé sur les ailes d'hôpitaux et les bibliothèques universitaires. J'étais la femme à ses côtés sur les photographies, mon sourire un accessoire discret à sa présence imposante. Mon monde était l'odeur du vieux papier et du cuir dans son vaste bureau, le léger cliquetis de l'argenterie lors des dîners de gala, le travail invisible de peaufinage de ses discours et d'affûtage de ses stratégies. Il était l'architecte d'un empire, mais c'est moi qui veillais à ce que les fondations soient solides. Je croyais que c'était un partenariat d'amour et d'intellect. C'était l'œuvre de ma vie, et je croyais que c'était un chef-d'œuvre. Quand Arthur est mort, le silence qu'il a laissé derrière lui était une présence physique. Il emplissait chaque pièce, s'accrochait au rideau, et s'installait dans le creux de ma poitrine. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entrepris de ranger son bureau, non pas comme une corvée, mais comme un dernier acte de dévotion. Je voulais toucher les choses qu'il avait touchées, mettre l'œuvre de sa vie en parfait ordre. C'est dans ce processus, caché sur une étagère du bas, pas dans un coffre-fort mais caché à la vue de tous, que je les ai trouvés. Une deuxième série de registres comptables. Le papier était de qualité inférieure, l'encre d'un bleu plus froid, plus précis. Ce n'étaient pas les livres d'un titan. C'étaient les livres d'un prédateur. Les chiffres racontaient une histoire de sociétés écrans, d'employés fantômes, de pots de vin et de commissions occultes qui s'étendaient sur des décennies. Une histoire de fraude calculée qui avait bâti notre vie parfaite sur un mensonge. Mon premier sentiment n'a pas été la colère, mais une tristesse profonde, poignante, pour l'homme que je croyais connaître. Je me suis convaincue que c'était une aberration, une terrible erreur qu'il avait faite et qu'il n'avait jamais su corriger. J'ai cru que mes enfants, Michel et Sophie, partageraient mon horreur. J'ai cru qu'ensemble, nous trouverions un moyen de réparer les choses, de restaurer l'honneur du nom de la croix. J'étais si belle, si tragiquement naïve. Je les ai appelés à la maison et j'ai étalé les registres sur le bois poli de la table de la salle à manger, la même table où nous avions célébré chaque anniversaire et chaque fête de leur vie. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé. Ma voix tremblante non pas de peur, mais d'un espoir désespéré de leur solidarité. Nous devons arranger ça, ai-je dit, regardant du visage stoïque de mon fils à celui parfaitement composé de ma fille. Ce n'est pas ce qu'était votre père. Ce n'est pas l'héritage qu'il aurait voulu. Je les suppliais, pas seulement de voir la vérité, mais de voir toujours l'homme bon que j'avais besoin que leur père soit. Michel n'a même pas pris la peine d'ouvrir les livres. Il a soupiré, un son d'une immense, lasse condescendance qui m'a fait me sentir petite dans ma propre maison. Mère, a-t-il dit, sa voix atone. Ce sont des instruments financiers complexes. C'est la manière dont le monde fonctionne. Vous êtes en dehors de ce monde depuis longtemps. Vous n'êtes pas censé comprendre. Il me parlait comme si j'étais un enfant qui aurait trébuché dans le bureau des adultes, une créature bien intentionnée mais dépassée qui devait être gentiment écartée avant de casser quelque chose de précieux. La réaction de Sophie fut un poison différent. Son visage, habituellement un masque d'ennui serein de la haute société, s'est tordu de panique. Comprendre, s'est-elle exclamée, la voix montant. Avez-vous la moindre idée de ce que cela nous ferait? Au comité de l'œuvre de charité? Au fonds fiduciaire pour enfants? Il prendrait tout. Notre nom, mère. Cela détruirait notre nom. Elle ne regardait pas les preuves d'un crime, elle regardait l'instrument de sa propre exécution sociale. La moralité était un détail sans importance, une note de bas de page à son propre désagrément. C'est là que je l'ai vu. Un regard est passé entre eux, une transaction rapide, silencieuse, de compréhension mutuelle. Leur mission était claire. Maîtrise des dégâts. Et j'étais les dégâts. Michel s'est tourné vers moi, ses traits s'adoucissant en un masque de fausse sollicitude qui était plus glaçant que sa colère. Maman, a-t-il dit, tendant la main pour tapoter la mienne, bien qu'il se soit arrêté juste avant de me toucher. Tu es épuisé. Le chagrin fait des choses étranges à l'esprit. Tu as juste besoin de te reposer. Laisse-nous gérer tout ça. Ils m'ont laissé là,
seule dans cette grande pièce silencieuse, avec les preuves des péchés de mon mari étalées sur la table. À ce moment-là, le chagrin pour mon mari a été éclipsé par un nouveau, plus froid. Je pleurais les enfants, que je pensais avoir élevés. Ils n'essayaient pas de protéger l'héritage de leur père, ils héritaient de ses crimes. J'ai alors réalisé que je ne me battais pas seulement pour l'honneur d'un homme mort. J'allais devoir me battre pour ma propre survie. Et je n'avais aucune idée à quel point ils avaient déjà planifié leur victoire sans pitié. La semaine qui a suivi notre confrontation fut d'un calme suffocant. La maison ressemblait moins à un foyer qu'à un mausolée abritant le souvenir d'une famille. Michel et Sophie étaient soudainement, étrangement attentifs. Ils appelaient tous les jours, non pour discuter ou s'excuser, mais pour demander si je dormais bien, si je mangeais. C'était la sollicitude précautionneuse et vide qu'on montre pour un objet fragile, pas pour une personne. Puis, un après-midi, Michel est arrivé avec un homme qu'il a présenté comme le docteur Dubois, un vieil ami spécialisé en gériatrie. Il a dit qu'il était juste là pour discuter, une simple visite de courtoisie, pour apaiser leurs inquiétudes. Le docteur Dubois avait un visage aimable et une voix aussi douce que Dubois poli. Il m'a interrogé sur Arthur, sur mes loisirs, sur mes projets d'avenir. Mais tissées dans la conversation aimable se trouvaient des questions vives et pointues. Est-ce que je perdais mes affaires plus souvent? Est-ce que je me sentais parfois dépassée par des décisions simples? Est-ce que ma mémoire des événements récents était peu fiable? J'ai répondu honnêtement, admettant le brouillard. Du chagrin, les légères défaillances naturelles d'un esprit de 75 ans. J'ai vu ça comme une conversation. Je sais maintenant que c'était une évaluation. Ce n'était pas un médecin, c'était un charpentier rassemblant le bois pour construire la boîte dans laquelle il prévoyait de m'enfermer. 2 jours plus tard, ils sont revenus, cette fois avec un avocat. Ils m'ont fait asseoir à cette même table en acajou, une liasse de papiers étalés devant moi. Mère, a dit Michel, d'un ton de patience exercée. Gérer la succession de papa est incroyablement complexe. Cela me donne juste l'autorité temporaire pour gérer les détails afin que vous n'ayez pas à vous inquiéter. C'est ce qu'on appelle une procuration. C'est une procédure standard. Sophie a renchéri, la voix dégoulinant de sympathie feinte. Nous voulons juste que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement, maman. Laissez-nous porter le fardeau pendant un moment. Ils ont utilisé mon amour pour eux comme levier, ma confiance comme outil. J'ai regardé leur visage. Sérieux et suppliants, les enfants que j'avais élevés, et j'ai signé là où ils m'ont dit de signer. Le grattement de la plume fut le son de ma propre vie signée. La fin est arrivée rapidement. Le lundi matin suivant, 2 femmes en uniforme bleu marine impeccable sont arrivées à la porte. Elles étaient polies, efficaces et complètement impersonnelles. Michel était là, évitant mon regard. « Nous avons trouvé un endroit merveilleux pour toi, maman, a-t-il dit, gesticulant vaguement. Une sorte de centre de bien-être. Juste pour quelques semaines, jusqu'à ce que tu te sentes plus forte. Un changement d'air te fera du bien. » Avant que je ne puisse pleinement comprendre ces mots, les femmes emballaient une petite valise pour moi. Pas avec mes affaires, mais avec des affaires. Quelques pulls aux couleurs neutres, des chaussures pratiques, un peignoir générique. Ma vie était organisée pour mon propre exil. J'étais trop abasourdie pour me battre, trop brisée pour crier. Je suis sortie de la maison que j'avais bâtie, un fantôme silencieux emmené loin de sa propre vie. Le manoir des Bois-Jolis était impeccable. C'était une cage 5 étoiles. Les couloirs étaient silencieux et moquettés, sentant légèrement la lavande et le désinfectant. Le personnel souriait constamment, les yeux vides. Ma chambre était spacieuse, avec une grande fenêtre donnant sur un jardin parfaitement entretenu, où personne ne marchait jamais. Mais ce n'était pas ma chambre. Mes photos de famille avaient disparu, remplacées par des estampes fades de voiliers. Ma collection de livres de philosophie en première édition avait été remplacée par une poignée de romans à gros caractères. C'était une chambre magnifiquement meublée, mais elle avait été nettoyée de moi. J'étais une invitée dans une vie qui aurait dû être la mienne. J'ai passé les premiers jours dans un état second, attendant que la mascarade prenne fin. Attendant que Michel ou Sophie franchissent la porte et disent « C'est bon, maman, tu peux rentrer maintenant. » Mais ils ne sont jamais venus. Leurs appels quotidiens ont cessé. Le silence est devenu plus fort, plus permanent. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une retraite. C'était une mise au rebut. J'étais un problème résolu, une vérité dérangeante qui avait été soigneusement rangée. La réalité pleine et horrifiante de ma situation ne s'est cristallisée qu'à la fin de la première semaine. J'ai décidé d'appeler ma plus vieille amie, Éléonore, une femme que j'appelais tous les mardis depuis 40 ans. J'ai décroché le téléphone à côté de mon lit et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de tonalité. J'ai trouvé une infirmière dans le couloir et j'ai poliment expliqué le problème. « Oh » a-t-elle dit, son sourire professionnel a vacillé une seconde.
Elle a consulté une tablette sur son chariot, son doigt traçant une ligne de texte. Elle a relevé les yeux, son regard empreint d'une pitié qui était pire que la cruauté. « Je suis désolée, Madame Delacroix », a-t-elle dit, sa voix devenant un murmure prudent et clinique. Mais selon les instructions de votre fils, Monsieur Michel Delacroix, toutes les communications extérieures doivent être gérées par son bureau. C'est pour votre propre paix et votre bien-être. Elle s'est retournée et est partie, me laissant debout dans le couloir silencieux, parfumé à la lavande. C'était ça. La porte de ma prison n'avait pas seulement été fermée, elle avait été verrouillée et boulonnée de l'extérieur. Je n'étais pas une patiente. J'étais une détenue. Et mes propres enfants étaient les gardiens. Les semaines suivantes se sont estompées dans un brouillard gris et monotone. Les journées étaient structurées autour de repas dont je ne voulais pas et des activités douces et obligatoires qui ne m'intéressaient pas. J'étais à la dérive dans une mer de sourires polis et de routines vides de sens. Ma colère s'était refroidie en une pierre dure et dense de chagrin dans ma poitrine. Je ne pleurais plus seulement Arthur, ni ma liberté perdue. Je pleurais la femme que j'avais été, la femme vive et compétente qui lisait Kant par plaisir, qui pouvait décortiquer une stratégie d'entreprise en quelques minutes. Ici, au manoir des Bois-Jolis, j'étais simplement une résidente. Une vieille dame douce et confuse qui avait besoin d'être protégée d'elle-même. Le récit que mes enfants avaient écrit devenait ma réalité, non parce que j'y croyais, mais parce que je n'avais personne à qui dire le contraire. Ma seule évasion était mon propre esprit. Dépouillé de mes livres, de mes journaux, de ma connexion au monde extérieur, j'ai commencé à écrire dans ma tête. Je restais éveillé la nuit et je composais des essais sur l'éthique, sur la nature de la vérité, sur les corruptions subtiles du pouvoir qui commencent non pas dans les conseils d'administration, mais dans les familles. Je débattais avec des fantômes, discutant de points de philosophie avec le spectre de mon mari mort. C'était un acte désespéré d'autopréservation, un moyen d'empêcher les rouages de mon esprit de rouiller et de se bloquer. Mais les pensées, j'ai appris, sont comme l'eau. Sans un récipient pour les contenir, elles finissent par s'échapper. Le salut est arrivé sous la forme la plus inattendue. Il s'appelait Léo, un jeune aide-soignant qui travaillait pour payer ses études. Il était différent des autres. Il ne me parlait pas sur le ton lent et condescendant réservé aux personnes âgées. Il me parlait comme à une personne. Il remarquait des choses. Il a vu que je ne touchais jamais au roman d'amour et un jour, il a discrètement laissé une copie abîmée des Méditations de Marc Aurèle sur ma table de nuit. C'était son propre exemplaire. Je me suis dit que vous aimeriez mieux ça, a-t-il marmonné, déjà à moitié sorti de la chambre. Ce fut le premier acte de véritable gentillesse humaine que j'avais reçu depuis des mois. Ce petit livre a été une bouée de sauvetage. Un après-midi, Léo est entré dans ma chambre pour ramasser mon plateau repas et m'a trouvé fixant la fenêtre, perdu dans mes pensées. « À quoi pensez-vous, Madame Delacroix » a-t-il dit doucement. Par impulsion, j'ai prononcé un de mes essais silencieux à voix haute. J'ai parlé du concept de « clause d'intégrité », pas un terme juridique, mais un terme personnel. La ligne invisible à l'intérieur d'une personne qui, une fois franchie, rend le retour impossible. La ligne entre une erreur et une défaillance morale déterminante. J'ai parlé pendant 10 minutes, les mots coulant de moi, polis et perfectionnés. Par des semaines de répétitions silencieuses. Quand j'ai eu fini, je m'attendais à un signe de tête polie, peut-être à un sourire confus. Au lieu de ça, Léo me fixait, la bouche légèrement ouverte, le plateau oublié dans ses mains. « Waouh » a-t-il murmuré. « Vous devriez écrire ça. Les gens ont besoin d'entendre ça. » J'ai esquissé un sourire triste. « Avec quoi, Léo ?» Ils ont tout pris. Mes stylos, mon papier. Ils ont peur que j'écrive une lettre qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le regard d'injustice sur son jeune visage était un miroir du mien. Il n'a rien dit, mais j'ai vu une lueur de défi dans ses yeux. Le lendemain, Léo est venu pendant sa pause. Il portait un sac à dos noir uni, et en a sorti un ordinateur portable fin et tout neuf. « C'est un fantôme » a-t-il dit, d'une voix basse et conspiratrice. « Connection Wi-Fi Intricable. J'ai créé un blog pour vous. Sans nom, sans lieu. Juste. Vos mots. » Il l'a posé sur le petit bureau près de la fenêtre. « J'ai pensé à un nom » a-t-il dit, avec un sourire fier. « La clause d'intégrité. » Il m'a regardé, son expression mêlée d'espoir et de peur. « Qu'en dites-vous, Madame Delacroix ? Vous voulez vous écrire pour sortir d'ici ?» J'ai fixé l'écran lumineux, un portail vers un monde que je pensais avoir perdu pour toujours. Pour la première fois depuis que j'avais franchi les portes du manoir des Bois-Jolis, j'ai senti une étincelle de quelque chose que je croyais morte depuis longtemps, l'espoir. C'était un sentiment dangereux, terrifiant. Mais c'était aussi le premier souffle d'air après avoir été tenu sous l'eau pendant trop longtemps. Je me suis assise, les doigts planant au-dessus du clavier. J'avais été réduite au silence, effacée et enfermée.
Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient laissé avec ma voix. Et maintenant, j'avais un endroit pour l'utiliser. Mes enfants avaient bâti ma prison avec des murs de richesse et de pouvoir. Je m'apprêtais à construire mon évasion avec le seul outil qui me restait, la vérité. Et j'allais découvrir que les mots justes, prononcés dans le silence, pouvaient être plus puissants que n'importe quel mur jamais construit. Maintenant, si tu trouves une connexion dans cette histoire, une partie de toi qui reconnaît ce que ça fait d'être réduit au silence, prends un moment pour cliquer sur le bouton s'abonner. Je ne fais que commencer, et j'ai le sentiment que tu voudras voir comment ce chapitre se termine. C'est un réconfort de savoir que je ne parle pas dans le vide. Je suis devenu un fantôme. Le jour, j'étais la Madame Delacroix tranquille et docile, hochant poliment la tête pendant la thérapie par l'art et déplaçant mon fou sur l'échiquier dans le salon ensoleillé. Je jouais le rôle qu'ils avaient écrit pour moi avec une performance digne d'un Oscar. J'étais docile. J'étais étourdi. Je m'évanouissais. Mais la nuit, quand les couloirs stériles du manoir des Bois-Jolis devenaient silencieux et que le seul son était le bourdonnement de la climatisation, je prenais vie. Je sortais l'ordinateur portable de sa cachette derrière un panneau lâche dans l'armoire, et j'écrivais. Je suis devenu M.H. Shaw. Le nom M.H. Shaw était une petite armure privée. M pour Marguerite, bien sûr. H pour Hélène, le nom de ma mère, une femme d'une force tranquille et d'une intégrité inébranlable. Et Shaw, un clin d'œil au dramaturge, maître dans l'art d'exposer l'hypocrisie sociale avec une plume acérée et spirituelle. M.H. Shaw était tout ce que Marguerite Delacroix n'avait pas le droit d'être, incisive, intrépide et brutalement honeyed. C'était ma voix, amplifiée et libérée du poids de mon chagrin personnel. J'écrivais sur ce que je connaissais. J'écrivais sur la nature séduisante du pouvoir, comment il murmure des justifications à l'oreille de ceux qui le déchaînent. J'écrivais sur la loyauté familiale, me demandant quand elle devient une vertu et quand elle devient une conspiration du silence. Je n'ai jamais mentionné Arthur, ni Michel, ni Sophie. Je n'en avais pas besoin. J'écrivais sur les archétypes, sur les schémas universels de tromperie et d'autopréservation que j'avais vus de mes propres yeux. Ma douleur était l'encre, mais les pages étaient remplies de philosophie. Chaque essai était un morceau de mon âme, envoyé dans le vide numérique depuis une chambre verrouillée dans une prison de luxe. Au début, c'était comme murmurer dans un ouragan. Le blog avait une poignée de lecteurs, probablement Léo, et quelques-uns de ses amis de fac. Mais puis, quelque chose a changé. Un professeur de droit de Yale est tombé dessus et a partagé un essai intitulé « La fallacie du bien commun », une pièce où je démantelais l'argument selon lequel les actions immorales peuvent être justifiées par un résultat positif. Il a appelé ça « la pièce de raisonnement éthique la plus pertinente que j'ai lue en dehors du milieu universitaire depuis une décennie. » D'une étincelle, c'est devenu une flamme. Le petit compteur de visiteurs que Léo avait installé a commencé à grimper. D'abord des douzaines, puis des centaines, puis des milliers. Avocats, PDG, étudiants et journalistes ont commencé à commenter, à débattre, à partager. Ils parlaient de M.H. Shaw avec une sorte de révérence. Qui était cette personne? Son écriture avait la rigueur d'une universitaire. Chevronnée, mais la clarté brute, vécue, de quelqu'un qui avait vu de ses propres yeux les conséquences de ses idées. Je restais assise dans ma chambre stérile, lisant les commentaires de personnes qui n'avaient aucune idée qu'il parlait à une femme de 75 ans dans une maison de retraite, et je ressentais un sentiment de connexion qui était plus réel que n'importe quelle conversation que j'avais au manoir des Bois-Jolis. Mes enfants, pendant ce temps, restaient dans une ignorance béate. Lors de leur rare visite, purement formelle, ils racontaient leur vie d'un air détaché. Michel était en train de conclure une affaire importante. Sophie présidait un gala pour le musée des Beaux-Arts de Boston. Ils parlaient de leur succès, de leur victoire sociale, complètement inconscients de la révolution silencieuse que je menais depuis mon bureau chaque nuit. Un après-midi, Sophie, essayant de faire la conversation, a mentionné un débat qui faisait rage dans son cercle social. « C'est la chose la plus étrange, mère, a-t-elle dit, examinant sa manucure. Tout le monde parle de ces essais d'un écrivain mystérieux, M.H. Shaw. Les gens appellent ça la clause d'intégrité. C'est terriblement élitiste et franchement, assez perturbant. Ça force les gens à tout remettre en question. » Elle a laissé échapper un petit rire. « Tu imagines? Tout ce remue-ménage pour quelques mots. » J'ai juste souri, un sourire doux, vide. « Ça a l'air fascinant, ma chérie, ai-je dit doucement. » À l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Mes mots atteignaient son monde. Le fantôme commençait à hanter la maison. Léo est devenu mon co-conspirateur, mon lien avec le monde que j'influençais. Il m'apportait des impressions d'articles discutant de M.H. Shaw. Il m'a dit que des professeurs de droit à Harvard assignaient maintenant mes essais comme lecture obligatoire.
Nous nous asseyons dans ma chambre, murmurant avec excitation comme deux enfants préparant une aventure secrète. Il était mon gardien et mon plus grand champion. Il me voyait non pas comme la fragile Madame Delacroix, mais comme la redoutable M.H. Shaw. Sa croyance en moi était un rappel constant que je n'étais pas la personne que mes enfants prétendaient que j'étais. Mais avec cette renommée croissante venait un nouveau type de danger. Plus M.H. Shaw devenait influente, plus les gens voulaient savoir qui elle était. Le mystère était un bouclier fragile. Je savais que je jouais avec le feu. Chaque nuit, en fermant l'ordinateur portable et en le cachant, je ressentais un frisson mêlé de pouvoir et de terreur. Je réécrivais ma propre histoire, mais si j'étais découverte, je savais que mes enfants n'hésiteraient pas à brûler le livre et à disperser les cendres. Ils m'avaient réduite au silence une fois. Je n'avais aucun doute qu'ils le feraient. À nouveau, et cette fois, ils s'assuraient que ce soit permanent. L'email qui a tout changé est arrivé un mardi. Il ne venait pas d'un lecteur ou d'un commentateur. Il venait d'un éditeur senior d'une presse universitaire prestigieuse. Son nom était David Chen, et son message était direct. Il suivait la clause d'intégrité depuis des mois. Il écrivait que la voix de M.H. Shaw était un appel de clairon moral dans une époque de bruit assourdissant. Il voulait publier un recueil de mes essais. Il voulait leur donner une demeure permanente, les faire passer du monde éphémère d'Internet à la page imprimée. Il voulait publier un livre. En lisant son email, j'ai ressenti un mélange étourdissant d'exaltation et de pure panique. C'était la validation ultime. Un livre. C'était quelque chose de tangible, qui ne pouvait pas être facilement supprimé ou écarté. C'était un héritage. Mais c'était aussi un risque énorme. Un livre signifiait un contrat, des éditeurs, une trace écrite. Ça me rapprochait de la lumière, et la lumière était l'endroit où mes enfants pourraient me trouver. Je me suis confiée à Léo, mes mains tremblant en lui montrant le message sur le petit écran d'ordinateur portable. Il m'a regardé, ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. « Vous devez le faire, Marguerite », a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois. « C'est ça. C'est comme ça que vous gagnez. » Son courage était contagieux. Nous avons conçu un plan aussi audacieux que terrifiant. Léo agirait comme mon agent officiel et intermédiaire. Toute communication passerait par lui. Nous avons établi une boîte postale dans une autre ville. Le contrat fut signé par Léo Gable au nom de M.H. Shaw. L'avance, une somme étonnamment substantielle, fut virée sur un nouveau compte bancaire que Léo m'a aidé à ouvrir en secret. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'avais à nouveau mon propre argent. Ça faisait comme respirer mon propre air. Le processus de compilation du livre fut une joie étrange, clandestine. David, l'éditeur, et moi échangions de longs emails détaillés sur la structure et le déroulement, Léo agissant comme le conduit. David respectait mon insistance sur l'anonymat absolu, attribuant cela à l'excentricité d'une intellectuelle recluse. Il n'avait aucune idée que son auteur brillant et insaisissable relisait des manuscrits dans une cage dorée, terrifié qu'une infirmière entre au mauvais moment. J'ai nommé le livre « La clause d'intégrité », le titre du blog qui avait tout commencé. C'était une déclaration. Et la première copie imprimée est arrivée, livrée à Léo à son appartement et introduite clandestinement au manoir des Bois-Jolis dans son sac à dos. Je l'ai tenu entre mes mains et j'ai pleuré. Le papier était épais et sentait l'encre et la possibilité. Sur la couverture figuraient ces 3 initiales, M.H. Shaw. C'était réel. J'avais créé quelque chose qui existait entièrement en dehors des murs de ma prison, une partie de moi qui était libre. J'avais transformé ma souffrance silencieuse en une déclaration. J'avais transformé mon isolement en article. La sortie du livre fut une explosion silencieuse. Il n'a pas eu de campagne marketing tape-accent grave-l'œil ni de tournée promotionnelle d'auteurs célèbres. Il n'en avait pas besoin. La réputation de M.H. Shaw était déjà un moteur puissant. Il a reçu des critiques élogieuses dans les grandes reviews littéraires. Il a été salué comme un texte fondamental pour l'éthique moderne. Il a commencé à apparaître dans les vitrines des librairies à Paris, à Lyon, à Londres. Il est devenu un best-seller non par l'effet de la mode, mais par sa force intellectuelle et morale pure. M.H. Shaw n'était plus seulement une blogueuse mystérieuse, elle était l'une des penseuses publiques les plus importantes du pays. Un après-midi, lors d'une de ses visites de plus en plus rares, Sophie était assise en face de moi, soupirant dramatiquement. Honnêtement, mère, on ne peut pas y échapper. Ce livre de M.H. Shaw est partout. Mon club de lecture est en train de le lire. Ils parlent tous d'intégrité par-ci, et de compromis moraux par-là. Ça rend tout le monde si moralisateur. Elle a levé les yeux au ciel. J'ai même vu que le cabinet d'avocats de Michel a acheté des exemplaires pour tous leurs associés principaux. Comme s'ils se souciaient d'autre chose que des heures facturables. Elle a ri, un son cassant et méprisant. J'ai simplement regardé, mon visage un masque soigneusement construit d'intérêt doux.
Cela semble très stimulant pour la réflexion, ma chérie, ai-je dit. Mon fils, l'homme qui m'avait déclaré mentalement inapte, forçait maintenant ses employés à lire les mots que j'avais écrits en secret, dans la prison même où il m'avait enfermé. L'ironie était si profonde, si exquise et douloureuse, qu'elle en était presque poétique. Ce n'était plus seulement leur maison que je hantais, le fantôme était maintenant assis dans leur salle de conseil. Les droits d'auteur ont commencé à affluer sur mon compte bancaire secret. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais contrôlé moi-même. C'était du pouvoir. C'était de l'indépendance. C'était une clé. Avec l'aide de Léo, j'ai commencé à faire mes propres plans. J'ai contacté une avocate, une femme perspicace et discrète, spécialisée dans les droits des personnes âgées et les abus financiers. Je lui ai fourni des informations par l'intermédiaire de Léo, bâtissant un dossier contre mes propres enfants. Je n'écrivais plus seulement. Je me préparais au combat. Le livre m'avait donné une voix. Les profits de ce livre allaient m'acheter ma liberté. Et mes enfants n'avaient aucune idée que la tempête qu'ils avaient tenté d'éviter était sur le point de se déchaîner juste au-dessus de leur tête. La fin de l'Empire de la Croix ne fut pas une surprise pour moi. J'en avais lu le prologue dans les registres secrets d'Arthur il y a des années. Mais lorsque la nouvelle a finalement éclaté, ce fut plus soudain et plus catastrophique que je n'aurais pu l'imaginer. Une enquête fédérale qui couvait depuis des mois a explosé, et le nom de la Croix, autrefois symbole du prestige parisien, est instantanément devenu synonyme de disgrâce. Les gros titres étaient brutaux. Ils parlaient d'une combine intergénérationnelle de fraude boursière, de blanchiment d'argent et de corruption d'entreprise. Ils dépeignaient Michel non pas comme un brillant PDG, mais comme un criminel ordinaire caché derrière un costume coûteux. Depuis ma chambre tranquille au manoir des Bois-Jolis, j'ai regardé la conflagration sur une petite télévision dans la salle commune. J'ai vu mon fils, l'homme qui m'avait traité de confuse, être conduit hors de son bureau menottes au poignet, son visage un masque de pierre sous le choc et la fureur. J'ai vu ma fille, Sophie, assaillie par les journalistes. Devant son hôtel particulier, ses traits parfaitement composés s'effondrant en un portrait de panique alors qu'elle fuyait vers sa voiture. Ils avaient sacrifié mon honneur pour protéger leur nom, et maintenant ce nom ne valait plus rien, éclaboussé sur toutes les chaînes d'information du pays. Il y avait une justice sombre et vide là-dedans. Leur monde s'effondrait, et pour la première fois depuis 2 ans, ils se sont souvenus que j'existais. Les appels ont commencé, frénétiques et désespérés. Pas vers ma chambre, bien sûr, cette ligne était toujours morte, mais vers la réception du manoir des Bois-Jolis, exigeant de me parler. J'ai demandé au personnel, par l'intermédiaire de Léo, de les informer que Madame Delacroix ne se sentait pas assez bien pour prendre des appels. J'utilisais leurs propres excuses, leur propre récit de ma fragilité, comme un bouclier contre eux. La dynamique du pouvoir avait changé. Je n'étais plus celle qui était réduite au silence. J'étais celle qui choisissait le silence. C'était le moment que j'avais préparé. Mon avocate, une femme brillante nommée Maître Delacroix, attendait le moment opportun pour frapper. Avec la réputation de la famille Delacroix en lambeaux et leurs ressources juridiques limitées à défendre Michel, nous avons intenté notre propre procès. Nous avons demandé la restauration immédiate de mes droits, le contrôle de mes propres biens, et des dommages-intérêts liés à la séquestration frauduleuse et aux abus envers une personne âgée. Nous avions une montagne de preuves, le rapport d'expertise truqué du docteur Dubois, les documents financiers montrant que mes biens étaient illégalement gérés par Michel, et le témoignage sous serment de Léo sur mon isolement et le contrôle exercé sur ma vie. La pièce à conviction la plus puissante, cependant, était M.H. Shaw. Maître Delacroix a présenté mon livre, La clause d'intégrité, au tribunal comme pièce à conviction à votre honneur, a-t-elle plaidé, la défense prétendra que ma cliente, Marguerite Delacroix, est mentalement incompétente. Je vous présente l'œuvre de M.H. Shaw, un esprit salué comme l'un des plus lucides et moralement cohérents de notre époque. Je peux prouver, votre honneur, que Marguerite Delacroix et M.H. Shaw ne font qu'une seule et même personne. Elles démontaient préventivement toute leur défense. La nouvelle de mon procès a été une explosion secondaire, une réplique scandaleuse à l'inculpation de Michel. Le récit médiatique était irrésistible, la matriarche de la famille Delacroix déshonorée, secrètement emprisonnée par ses propres enfants, les poursuivait maintenant depuis sa maison de retraite. Mais le détail qui les a vraiment captivés fut la révélation que j'étais l'auteur célèbre et anonyme M.H. Shaw. L'histoire avait maintenant une héroïne. Le fantôme avait un nom. J'ai choisi de quitter le manoir des Bois-Jolis un mardi matin calme. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. Les arguments juridiques de Maître Delacroix étaient si solides que les avocats de Michel et Sophie, dépassés et voyant qu'ils perdaient d'avance, leur ont rapidement conseillé de transiger. Ils ont signé les papiers qui me rendaient ma liberté sans se battre. Une voiture m'attendait.
Léo était là, tenant la porte, le visage rayonnant. En franchissant les portes d'entrée du manoir des Bois-Jolis pour la dernière fois, je n'ai pas regardé derrière moi. Je n'étais plus une détenue. J'étais une femme libre. J'étais une auteure à succès. J'étais à nouveau moi-même. Je me suis installée dans une belle maison en pierre de taille ensoleillée à Saint-Germain-des-Prés, une maison que j'ai choisie et payée moi-même. Elle était remplie de livres, d'art, de lumière. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ma liberté personnelle n'était que la première étape. Le procès pénal de Michel se profilait, et je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, qu'il viendrait bientôt me chercher. Plus pour mon argent, plus maintenant. Il viendrait pour quelque chose de bien plus précieux, le capital moral que j'avais construit en tant que M.H. Shaw. Ils avaient essayé d'utiliser ma faiblesse contre moi. Maintenant, je savais qu'ils essaieraient d'utiliser ma force. J'avais échappé à la prison qu'ils avaient construite pour moi. Mais le procès était un autre type de tribunal. Et j'allais être appelé comme témoin, non seulement des crimes de mon fils, mais de la nature même de notre famille. Le monde regardait, impatient d'entendre mon histoire. Mais je me demande, alors que je te la raconte maintenant, combien d'entre vous ont une histoire similaire, une bataille tranquille que vous menez? Si vous êtes là, à écouter depuis votre propre pièce tranquille, dites-moi dans les commentaires dans quelle ville ou quel pays vous êtes. C'est un rappel puissant qu'aucun de nous n'est vraiment seul dans notre combat. Le jour de l'audience préliminaire de Michel est arrivé sous un ciel froid et gris qui correspondait au nœud d'angoisse dans mon estomac. Le palais de justice était une forteresse assiégée par une armée médiatique. Les caméras clignotaient comme des stroboscopes, et les journalistes hurlaient des questions qui étaient avalées par le vent. Je suis entré non pas par l'entrée principale, mais par une entrée latérale discrète arrangée par Maître Delacroix. Je n'étais pas là pour le spectacle. J'étais là comme témoin. Une observatrice silencieuse du dernier acte d'une tragédie que j'avais tenté, sans succès, d'empêcher. Je me suis assise tout au fond de la salle, un fantôme dans la galerie. J'ai remonté légèrement le col de mon manteau, espérant rester anonyme le plus longtemps possible. La salle était un théâtre de pouvoir. Des avocats en costume parfaitement taillés feuilletaient des dossiers, chuchotant à leurs clients avec une gravité importante. À la table de la défense, mon fils était assis. Michel paraissait plus mince, sa confiance arrogante remplacée par une tension rigide et cassante. À côté de lui, Sophie était une étude de la détresse contrôlée, le visage pâle, les mains serrées dans ses genoux. Quand leurs yeux ont balayé la galerie, ils sont passés juste au-dessus de moi, leurs regards brouillés par leur propre terreur. Pour eux, je n'étais qu'une partie de la foule anonyme. J'ai regardé les débats avec un étrange sentiment de détachement. Le jargon juridique, l'émotion de procédure, tout semblait être une langue étrangère décrivant la douleur, qui avait été ma langue maternelle pendant 2 ans. Ils parlaient de transactions financières, de virements bancaires, de malversations d'entreprises. Mais j'entendais les échos de conversations à ma propre table, les fantômes de choix faits et de vérités ignorées. Je regardais la conclusion inévitable d'une histoire dont seul moi connaissais vraiment le début. Le juge, un homme nommé Marcus Fournier, était une présence formidable. Il était connu pour son intellect aiguisé, son impatience face aux manœuvres juridiques et, comme je le savais par mes recherches, c'était un homme qui prenait très au sérieux les fondements moraux du droit. Il avait la réputation d'être inébranlable. Je l'ai vu réduire au silence un avocat fanfaron d'un seul regard glacial. Il commandait la pièce avec une autorité absolue. L'audience touchait à sa fin pour la journée, une discussion sur le calendrier du procès à venir. Je m'apprêtais à me faufiler aussi discrètement que j'étais entré. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le juge Fournier a fait une pause au milieu d'une phrase. Il regardait ses notes, mais maintenant sa tête s'est relevée. Ses yeux ont balayé la salle d'audience, un regard perçant qui ne semblait rien manquer. Son attention a dépassé les avocats, dépassé la rangée de la presse, et s'est fixée, avec une précision déconcertante, au fond de la salle. Elle s'est fixée sur moi. Il a légèrement plissé les yeux, une lueur d'incrédulité, puis de reconnaissance, sur son visage. La salle d'audience est devenue silencieuse, sentant le changement dans la gravité de la pièce. Le juge s'est penché vers son microphone. Sa voix, qui avait été nette et autoritaire, était maintenant empreinte d'une qualité différente, un ton de respect profond, presque révérencieux. « Pardonnez l'interruption », a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le silence soudain. Il ne s'adressait pas à moi. Il s'adressait à l'huissier de justice, mais ses yeux ne me quittaient pas. « Officier », a-t-il dit lentement. « Voudriez-vous s'il vous plaît apporter une chaise pour la dame au dernier rang? Une plus confortable. » Un murmure a parcouru la salle. Qui était cette vieille dame au fond pour mériter un geste aussi personnel? Et sans précédent de la part du juge Fournier, réputé sévère? Les têtes de Michel et Sophie se sont tournées brusquement,
leurs expressions un mélange de confusion et d'irritation face au délai. Leurs yeux m'ont trouvé. Et pour la première fois, ils m'ont vraiment vu. Ils n'ont pas vu la mère fragile et confuse qu'ils avaient rejetée, mais une femme captivant l'attention silencieuse et concentrée d'un juge fédéral. Mais le juge Fournier n'avait pas terminé. Alors que l'huissier hésitait, ne sachant pas comment procéder face à une demande aussi inhabituelle, le juge a fait quelque chose qui a fait halter toute la salle. Il s'est levé. Un juge fédéral, au milieu d'une audience, s'est levé. C'était une violation choquante du protocole, un acte de déférence si profond qu'il en était stupéfiant. Il m'a regardé directement, sa voix maintenant claire et portant le poids de sa fonction. « Pardonnez-moi, madame, a-t-il dit, sa voix résonnant d'une sincérité indéniable. Mes yeux me font peut-être défaut, mais êtes-vous Emma Shaw ?» Le nom a plané dans l'air comme une détonation. Le temps a semblé s'arrêter. Chaque personne dans cette pièce, les avocats, les journalistes, mes enfants, s'est tourné pour me fixer. Le murmure, qui est Emma Shaw, a rapidement été noyé par les murmures frénétiques et électrifiés de ceux qui savaient. C'est elle, a soufflé quelqu'un. L'auteur de la clause d'intégrité. Le visage de Michel, déjà pâle, est devenu la couleur des cendres. Le masque de son calme ne s'est pas contenté de se fissurer, il s'est désintégré. La main de Sophie s'est portée à sa bouche, ses yeux écarquillés par une compréhension naissante et horrifiée. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas hoché la tête. J'ai simplement croisé le regard du juge et l'ai soutenu. À ce moment-là, je n'étais pas Marguerite Delacroix, mère de l'accusé. Je n'étais pas une victime. J'étais Emma Shaw. La femme qu'ils avaient qualifiée de mentalement incompétente était publiquement honorée par l'homme même qui tenait leur destin entre ses mains. Tous les mensonges qu'ils avaient racontés, tout le pouvoir qu'ils avaient exercé, se sont effondrés en poussière face à cette seule et simple question. Mon livre parlait du pouvoir de l'intégrité. Et en ce moment silencieux et à couper le souffle, j'en étais devenue l'incarnation vivante. Dans le moment suspendu qui a suivi la question du juge, l'air dans la salle d'audience est devenu rare et vif, comme les instants précédant un coup de foudre. L'histoire de la fraude de mon fils a été instantanément éclipsée par un récit nouveau, plus électrisant. La mère déshonorée était la sage morale secrète d'une génération. L'onde de choc de cette révélation était une force physique, secouant visiblement mes enfants là où ils étaient assis. Leur monde méticuleusement construit, déjà fracturé, venait d'être rasé. Le juge Fournier, réalisant l'ampleur de ce qu'il venait de faire, s'est lentement rassis, une légère rougeur sur les joues. Il s'est éclairci la gorge, un son qui a résonné dans le silence, et a essayé de reprendre le contrôle de la pièce. Les débats reprendront demain. À 9h, a-t-il annoncé, sa voix maintenant sèche et formelle. Il a frappé le marteau, un craquement sec qui a brisé le sort. Mais le verdict avait déjà été rendu. Pas le verdict juridique, mais le verdict moral. Et il avait été rendu en ma faveur. Je me suis levé de mon siège, mes mouvements délibérés et sans date. Alors que je marchais vers la sortie latérale, un passage s'est dégagé pour moi. Avocats et journalistes qui avaient à peine remarqué ma présence quelques instants auparavant s'écartaient maintenant, leurs yeux me suivant avec un mélange d'admiration et de curiosité intense. Je pouvais sentir les regards de mes enfants. Sur mon dos, brûlant d'un mélange toxique d'incrédulité, de fureur et d'une peur naissante et désespérée. Je ne les ai pas regardés. Je n'en avais pas besoin. J'avais dit tout ce que j'avais à dire sans prononcer un seul mot. Au moment où j'ai franchi les portes du palais de justice, j'ai compris la véritable étendue de l'explosion. Les médias, enflammés par les murmures de l'intérieur, se sont précipités sur moi. Madame Delacroix, est-ce vrai? Êtes-vous Emma Shaw? Que témoignerez-vous au procès de votre fils? Il formait un mur de microphones et de flashs. Mais maître Delacroix était là, un bouclier formidable à mes côtés. Elle m'a guidée à travers la tempête jusqu'à une voiture qui m'attendait, sa main fermement posée sur mon coude. Ne dites pas un mot, Marguerite, a-t-elle chuchoté. Votre silence est la déclaration la plus forte que vous puissiez faire en ce moment. Au moment où j'ai atteint le sanctuaire de mon appartement, mon nom, les deux, était le sujet le plus tendance dans le pays. L'histoire était sur toutes les chaînes d'information, sur tous les sites web. Les gros titres étaient un collage surréaliste de mes deux vies, la sage secrète, mère réduite au silence, la matriarche Delacroix, victime ou oracle. Comment l'auteur de La clause d'intégrité est devenu le témoin clé au procès de son propre fils. Ils utilisaient des photos de moi d'il y a des années, la mondaine souriante, à côté de la couverture austère et anonyme de mon livre. C'était une expérience vertigineuse et déroutante de voir la guerre privée que j'avais menée devenir un spectacle public. Le premier appel est arrivé ce soir-là. C'était Sophie. Sa voix, habituellement si contrôlée et impérieuse, était mince et rauque, dépouillée de tout artifice. Mère, a-t-elle commencé,
le mot sonnant étranger et hésitant sur sa langue. Nous avons vu les informations. Je ne comprends pas. Ce livre, c'était toi? Tout ce temps. Il n'y avait pas d'excuse dans sa voix, seulement une confusion. Déconcertée et apitoyée sur elle-même. C'était une joueuse d'échecs qui venait de découvrir que son pion avait été une reine depuis le début, et elle ne pouvait pas comprendre comment elle avait pu le manquer. Oui, Sophie. C'était moi, ai-je dit, ma voix égale et calme. Je n'étais plus la femme qui aurait pleuré ou supplié. J'étais Emma Shaw. Il y a eu une pause, puis la véritable raison de son appel est arrivée. Les avocats de Michel. Ils pensent que tu pourrais aider, a-t-elle bégayé. Si tu parlais en son nom, comme témoin de moralité, si Emma Shaw demandait la clémence, ça pourrait faire toute la différence. Pour la famille. L'audace de la chose, l'hypocrisie. Pure et à couper le souffle, m'a rendu momentanément sans voix. Ils avaient tenté de me déclarer folle pour protéger leur réputation, et maintenant ils voulaient utiliser la réputation que j'avais bâtie malgré eux pour sauver leur peau. La famille, ai-je répété, les mots ayant le goût de cendre. Dans ma bouche. La famille qui m'a laissée dans une chambre pendant 2 ans, Sophie? La famille qui a dit au monde que j'étais une vieille femme confuse? Cette famille demande mon aide. C'était une erreur, a-t-elle chuchoté, les mots sonnant faibles et pathétiques. Nous essayons de te protéger. Non, ai-je dit, ma voix aussi froide et claire que du verre. Vous vous protégiez vous-même. Vous vous êtes toujours protégé. Dites aux avocats de Michel d'appeler Maître Delacroix. Je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai raccroché au nez de ma fille, et je n'ai ressenti qu'un sentiment de libération tranquille et vide. Je me suis assise près de ma fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. J'avais gagné. J'avais ma liberté, ma voix, mon nom. Mais c'était une victoire qui pesait lourd, imprégnée de la tristesse de ce qui avait été irrémédiablement brisé. Je savais que ce n'était que le début. Ils n'abandonneraient pas si facilement. Ils étaient venus avec des supplications. J'avais le sentiment que bientôt, ils viendraient avec des menaces. Le fantôme qu'ils avaient essayé d'enterrer ne les hantait pas seulement, c'était maintenant une force avec laquelle ils devaient compter. Et ils n'avaient aucune idée à quel point j'étais devenue forte dans l'obscurité. Dans les semaines précédant le procès de Michel, une paix fragile s'est installée dans ma vie. J'avais construit une nouvelle routine, régie par mes propres choix. Je passais mes matinées au jardin du Luxembourg, mes après-midi à une correspondance tranquille, et mes soirées en compagnie des grands esprits sur mes étagères. Je guérissais. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que le silence de mes enfants n'était pas un armistice, c'était la reprise de souffle silencieuse avant un cri final et désespéré. Je savais qu'ils cherchaient une dernière arme, quelque chose pour me forcer la main, quelque chose pour briser le front calme et formidable de M.H. Shaw. Je ne savais juste pas ce que ce serait jusqu'à ce que Sophie apparaisse sur le pas de ma porte, sans prévenir. Elle avait l'air pire qu'au tribunal. Le stress avait dépouillé son vernis poli, laissant derrière lui une anxiété brute et tressaillante. Elle se tenait sur mon seuil, serrant contre sa poitrine un vieux livre relié en cuir comme un bouclier. C'était mon journal intime. Mon journal privé d'il y a plus de 50 ans, de l'année précédant mon mariage avec Arthur. Un livre rempli des pensées haletantes et sans censure d'une femme de 24 ans, ses rêves, ses peurs, son cœur passionné et parfois insensé. Je ne l'avais pas vu depuis que nous avions déménagé de notre première maison. Je croyais qu'il était perdu. Maintenant, je savais qu'il avait été retrouvé, et qu'il allait être transformé en arme. Je ne voulais pas faire ça, mère. A-t-elle commencé, la voix tremblante. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Mais Michel, il est désespéré. Il dit que tu ne nous as laissé aucun choix. Elle est entrée, posant le journal sur ma table basse. Le bruit qu'il a fait était obscène, une violation. Il veut que tu publies un communiqué. Un communiqué. En tant que M.H. Shaw, pour le soutenir. Dire qu'il a été un bon fils, qu'il a été manipulé par son père. Si tu ne le fais pas, il dit que la presse pourrait être très intéressée par ce qu'une jeune Marguerite Delacroix pensait de l'amour, et de la vie, et d'autres hommes. Avant papa. J'ai regardé le journal, puis ma fille. L'étendue totale de leur faillite morale était mise à nu. Ils étaient retournés à mon ancienne maison, à la vie que j'avais partagée avec leur père, et ils avaient pillé mon passé. Ils avaient fouillé dans mes souvenirs les plus privés, cherchant un morceau de honte qu'ils pourraient utiliser comme levier. Ils menaçaient d'exposer les confessions innocentes et sincères d'une jeune femme pour humilier la vieille femme qu'elle était devenue, tout cela pour sauver un homme coupable des conséquences de ses propres actions. C'était un acte d'une cruauté profonde et intime. J'ai senti une montée de colère froide et pure. Ce n'était pas la colère chaude et désordonnée d'une victime. C'était la colère focalisée et dure comme du diamant d'une survivante. Ils pensaient que c'était ma faiblesse.
Il pensait que le cœur privé et émotionnel de Marguerite Delacroix pouvait être utilisé pour faire chanter l'esprit public et intellectuel de M. H. Shaw. Il n'avait toujours pas compris que ces deux femmes étaient, et avaient toujours été, la même personne. « Et tu as accepté ça, Sophie ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. « Tu apportes cette menace à ta propre mère ?»« C'est mon frère » a-t-elle crié, les larmes finissant par couler. « Il va en prison. Qu'est-ce que je suis censé faire ?»« Tu étais censé avoir une conscience » ai-je répondu, ma voix coupant à travers son hystérie. « Tu étais censé avoir ta propre clause d'intégrité. Il semble que la tienne ait été brisée il y a longtemps. » Je me suis approché de la table et j'ai pris le journal. J'ai passé ma main sur la couverture en cuir usé, une relique d'une vie si lointaine qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais c'était la mienne. Tout. Les parties insensies, les parties brillantes. Les parties au cœur brisé. Tout cela m'avait mené à cette pièce, à ce moment. Il pensait que mon passé était ma prison. Il n'avait aucune idée que c'était mon armure. J'ai regardé Sophie, dont le visage était un masque d'espoir désespéré. Elle pensait toujours qu'elle pouvait gagner. Dis à Michel que sa menace a été reçue, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Et dis-lui qu'il est un imbécile. Un imbécile qui vient de me remettre mon dernier chapitre. Je me suis retournée et j'ai marché vers mon bureau, la laissant seule dans mon salon, le poids de sa mission la submergeant enfin. Je me demande combien d'entre nous ont une histoire privée, un journal secret, qu'on craint que quelqu'un n'ouvre un jour. Si mon parcours vous a touché d'une manière ou d'une autre, si cela vous fait réfléchir au pouvoir de votre propre histoire, je vous serais reconnaissante de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela me dit que ces mots trouvent un écho. Mon fils voulait utiliser mon passé pour réduire mon présent au silence. J'ai donc décidé de faire la seule chose qu'il n'attendait pas. J'ai décidé de le publier d'abord. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise dans mon bureau avec deux versions de ma vie étalées devant moi, les confessions passionnées et sans filtre d'une jeune femme dans un vieux journal en cuir, et la lueur austère et anonyme d'un brouillon de bloc vierge. Mon fils et ma fille croyaient m'avoir acculé. Ils pensaient avoir trouvé le seul élément de mon histoire trop personnelle, trop désordonné, trop humain pour la personnalité stoïque et intellectuelle de M. H. Shaw. Ils croyaient que ma peur de l'humiliation publique serait plus forte. Came on engagement and bears la vérité. Ce fut leur dernière, leur fatale erreur de calcul. Pendant des heures, j'ai relu les mots que j'avais écrits il y a plus de 50 ans. J'ai rencontré la jeune fille que j'avais été, avec son cœur ardent et ses idéaux romantiques grandioses. J'ai vu son amour pour Arthur, pur et plein d'espoir. Et oui, j'ai vu ses confessions d'un amour antérieur, une liaison passionnée et déchirante avant même qu'elle ne le rencontre. L'histoire d'une vie différente, d'un chemin différent non emprunté. Il n'y avait rien de honteux dans ces pages. Il n'y avait que la vie, dans toute sa gloire compliquée, belle et douloureuse. Mes enfants ont vu ce journal comme une arme de honte. J'ai commencé à le voir comme mon témoignage le plus puissant. Au lieu d'appeler mon avocate, au lieu de capituler face à leur chantage, j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas écrit une déclaration pour défendre mon fils. J'ai écrit un nouvel essai pour la clause d'intégrité. Ce fut le texte le plus personnel, le plus vulnérable et le plus difficile que j'ai jamais composé. Je l'ai intitulé « Sur les archives d'une femme ». J'ai commencé par décrire, en termes abstraits mais reconnaissables, l'acte d'une famille essayant d'utiliser l'histoire privée d'une personne comme un outil de coercition. J'ai écrit sur la sainteté d'un récit personnel et la violation profonde qui se produit lorsqu'il est pillé pour servir de levier. Puis, j'ai fait ce qu'il n'aurait jamais cru que je ferais. J'ai publié des extraits de mon propre journal. J'ai partagé les espoirs de mes 24 ans pour mon mariage avec Arthur. J'ai partagé mes peurs et mes insécurités. Et puis, avec une honnêteté inébranlable, j'ai partagé l'histoire de l'amour qui l'avait précédé. Je n'ai pas utilisé de noms ni de détails explicites, mais j'ai mis à nu la vérité émotionnelle. J'ai écrit « Cette jeune femme, avec son cœur désordonné et son passé compliqué, n'est pas un squelette dans mon placard. Elle est la fondation sur laquelle je suis construite. Ses passions sont mes passions. Ses erreurs sont mes leçons. Avoir honte d'elle serait avoir honte du parcours même qui m'a donné la sagesse que je possède aujourd'hui. L'intégrité d'une personne ne se mesure pas à l'absence d'un passé compliqué, mais à son refus d'en être la victime du chantage dans le présent. J'ai terminé l'essai par une déclaration claire et retentissante. À ceux qui voudraient utiliser nos histoires privées pour nous réduire au silence, j'ai ceci à dire, vous ne pouvez pas me menacer avec la vérité, car je ne suis pas en guerre avec elle. Mon histoire, dans son intégralité, m'appartient. Et je suis la seule à pouvoir la raconter. J'ai cliqué sur « Publier » juste au moment où le soleil commençait à se lever sur Paris. J'avais pris leur arme, et je l'avais fondu pour en faire un bouclier. L'effet fut instantané et accablant.
L'essai a explosé sur Internet. Il a été partagé par des milliers, puis des centaines de milliers de personnes. Il a été plus viral que tout ce que j'avais jamais écrit. La section des commentaires a été inondée d'un flot de soutien, non seulement pour M.H. Shaw, mais pour moi, Marguerite. Des femmes et des hommes ont partagé leurs propres histoires de honte passée, d'avoir vu leur propre histoire utilisée contre eux. Mon acte de défi profondément personnel avait touché une corde universelle. J'avais transformé un acte de chantage en une conversation mondiale sur la vie privée, la honte et le droit de posséder son propre récit. Dans sa cellule de prison, en attendant son procès, Michel a dû le voir. Sophie, dans son hôtel particulier solitaire, l'a certainement vu. Je n'avais pas seulement refusé leurs menaces, j'avais publiquement exposé leurs tactiques sans jamais mentionner leur nom. J'avais pris leur sale petit secret et l'avais exposé à la lumière et, ce faisant, je l'avais rendu impuissant. Il n'y avait plus d'armes dans leur arsenal. Ils avaient joué leur dernière carte, et elle avait été surpassée par la seule chose qu'ils ne comprendraient jamais, l'honnêteté radicale et sans complexe. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un court email formel de l'avocat principal de Michel. Il m'écrivait pour m'informer que son client changerait sa plaidoirie. Il plaiderait coupable de toutes les charges principales. Le procès était terminé avant même d'avoir commencé. Il n'y aurait pas de combat. Il n'y aurait pas de témoignage. Il n'y aurait pas de témoin de moralité. Mon fils avait enfin compris. Il ne pouvait pas combattre une femme qui n'était pas disposée à mentir, pas même pour lui. Il ne pouvait pas vaincre une mère qui refusait d'avoir honte. Mon dernier chapitre était écrit. Et il se terminait non par une plaidoirie pour mon fils, mais par une déclaration de ma propre liberté.